Monsieur Georges Buis, bonjour. Bonjour, ex-collègue. Et je demanderai également aux participants pendant le webinaire, s'il vous plaît, de couper votre micro. Et s'il y a des questions, posez-les dans le chat, que voilà, je puisse les récolter et on pourra les poser, leur poser les questions au fur et à mesure. En tout cas, On fera des petites pauses et l'intérêt de poser les questions par écrit, c'est que ça permet de concentrer sa pensée et de ne pas faire un discours pour poser une question, parce que comme déjà il y a beaucoup de matière, si vous posez trop de questions, ça va être un peu compliqué. Bon, allez, on attend jusqu'à 5, mais après il va falloir que je carbure. Mais bon, et ben voilà, il est 5. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle François Neveu. J'ai fait plus de 30 ans dans une société prestigieuse, avec même quelques auditeurs de ces webinaires. Je veux parler de PSA. Et maintenant, je suis manager de transition dans le domaine industriel, spécialisé dans la direction de projet et dans l'excellence industrielle. J'ai souhaité me former à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de gens qui disent pas mal de bêtises, parce qu'en fait, ils savent pas exactement ce que c'est. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que soit, à mon sens, on est dans le mouvement et après le cas, tout va très bien. Soit on n'est pas dans le mouvement et on va pas tarder à être à bout, un peu comme la révolution de l'Internet précédemment. Bon. Euh, et puis la troisième chose, bien sûr, c'est que ça me donne des cordes à mon arc dans mon métier, on va dire, principal. Quand j'ai fait ma formation de 3 mois et demi intensif, 12 heures par jour, j'étais avec tout un tas de gens d'horizons différents qui voulaient précisément ajouter des cordes à leur arc. Voilà. Donc, je vais partager mon écran, peut-être. Alors, où est-ce que je partage l'écran? J'ai l'impression que c'est sous les petits machins là qu'il y a marqué radio BPT. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. tout en bas, Ah, c'est plein de choses en fait. ben oui, mais tout est, il y a des tas de trucs que je ne vois pas. Donc, je ne peux pas cliquer dessus. Partager l'écran, voilà. J'ai réussi. Voilà. Donc, en fait, j'ai choisi de faire ça, une brève histoire de l'IA, des années 1936 à 2024. C'est naturellement une parodie, et je n'y arrive même pas à sa cheville et même pas à ses doigts de pied de Stephen Hawking quand il a écrit une brève histoire du temps. Et je vous passe tout de suite le premier slide. Je vais vous décrire tous ces événements. Alors, donc, vous pouvez les lire en diagonale. Simplement, les 3 premières, même les 4 premières diapositives sont là pour dire simplement qu'il y a eu un certain nombre d'événements. Il y a eu des théoriciens, il y a des gens qui ont fait de l'algorithmique, il y a des gens qui ont fait des avancées techniques, et puis il y a eu des périodes d'hiver, et puis, il y a eu des périodes de grand développement. Donc, vous voyez les codes couleurs en bas. Donc, voilà le troisième flip qui va de 2009 à 2018. Et enfin, le quatrième flip, eh bien, c'est, on va dire, les périodes très récentes, puisqu'on parle de GPT-3, de ChatGPT et de multimodalité et de choses comme ça. Bon. Donc, je vais essayer de décrire ça depuis le début. Et la première, on va dire que le fondateur de l'intelligence artificielle, c'était Alan Turing. Donc, Alan Turing, vous l'avez probablement vu dans le film The Imitation Game, qui date de 2014. C'est un très bien bon film, bien qu'il simplifie beaucoup les choses, mais il a quand même eu un Oscar. Et Héroïne Materon. Oui.
C'est pas en mode présentation, là? Ben, c'est pas ce qu'on voit sur le… Ah, d'accord. Alors, il faut que j'inverse les écrans, là. OK. Alors, je vais faire comme ça. Ah, et voilà. Donc là, je pense que vous l'avez en mode présentation. Tu peux me confirmer ça? Ben non. Enfin, sur ton écran, c'est que la présentation n'est pas dans le… je ne sais pas, mais enfin, ça doit être mieux quand même. Bon. Donc, Turing, qui est l'objet de nombreux films et dont la fin était un peu tragique, comme vous le savez probablement. Donc, la machine de Turing en 1936, c'est pas une machine en fait. C'est une expérience de pensée, comme dirait Einstein, une expérience de pensée où, en gros, Turing voulait démontrer que toute fonction continue est ce qu'on appelle calculable, c'est-à-dire calculable aussi précisément qu'on veut avec une machine. Mais c'est juste c'est même pas un théorème mathématique, c'est une expérience de pensée sous forme d'un ruban infini avec des chiffres. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, enfin, sauf si vous le souhaitez, parce que ça nous mènerait un peu loin. En 1944, qu'est-ce qu'il fait Alan Turing? Eh bien, il craque le code secret allemand grâce à justement toutes ces recherches mathématiques et en cryptologie, alors que personne n'y croyait. Et donc, pour ça, il a fait effectivement une machine qui était fondée sur toutes les études qu'il avait faites précédemment. Et en 1950, il invente le test de Turing sur l'intelligence d'une machine. Donc, il dit que deux hommes, il imagine deux hommes et une machine. Un homme pose des questions à l'autre et également les mêmes questions à une machine. S'il ne sait pas distinguer qui est la machine, alors la machine est dite intelligente. Donc, la machine imite l'homme et plus précisément le langage de l'homme. Donc, par exemple, vous avez tous vu en bas de vos pages des CAPTCHA. Eh bien, les CAPTCHA, ça veut dire Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Human Parts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment un test pour distinguer l'homme de la machine. Êtes-vous un robot? On vous demande. Voilà. Se pose tout de suite une question. Est-ce que l'intelligence, c'est l'imitation du langage de l'homme? Bah, certainement pas. J'ai pris un exemple. Pour voler, les hommes ont essayé d'imiter des oiseaux au départ. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et ben, l'analogie avec le vol, c'est que les domaines de vol, ça ressemble, tel que fait par l'homme, ça ne ressemble absolument pas au vol d'un oiseau, à part ceux des rapaces quand ils planent. Voilà. Et je vous ai fait un petit diagramme pour montrer où se situe le test de Turing. Donc, il y a les propos intelligents et les propos humains. Les propos humains peuvent être intelligents ou pas, et les propos intelligents peuvent être les propos intelligents de la machine peuvent être il y a une intersection naturellement avec les propos humains intelligents, mais il n'est pas du tout impossible que la machine soit intelligente et que l'homme ne comprenne pas l'intelligence de la machine. Non seulement c'est pas impossible, mais en plus je vous en donnerai quelques exemples. Alors, pour la petite histoire, il faudrait aussi explorer les propos humains non intelligents, parce que la machine de Turing, eh bien, il y a des gens enfin, le test de Turing, pardon, qui posent des questions à une machine et à des hommes, et qui reconnaissent l'homme en sens qu'il dit des conneries. Voilà. Et donc, il dit, bah, la machine ne dit pas de conneries et l'homme dit des conneries, typiquement un truc très simple, des fautes de frappe. La machine ne fait pas de fautes de frappe, alors que l'homme peut faire des fautes de frappe. Donc voilà. Donc ils disent, ah ben, la machine, je la reconnais, puisque justement, elle a des propos plus intelligents que celle de l'homme. Je veux dire que l'histoire de l'intelligence n'est pas si simple, et ce sera ma conclusion. Ensuite, en 1956, il y a des savants qui se sont réunis et qui ont créé le terme intelligence artificielle. Principalement, on a retenu les trois noms que vous voyez. Tous les noms en vert, il y en avait même 4 d'ailleurs. Et à chaque fois que j'ai marqué Turing, ça veut dire qu'ils ont eu le prix Turing, qui est en fait, en quelque sorte, le Nobel de l'informatique ou de l'intelligence artificielle.
Donc, vous voyez que sur les 4, il y en a quand même 3 qui ont eu le prix Turing. Et ils ont dit en 56, dans 10 ans, un ordinateur battra l'homme aux échecs. Ça s'est révélé exact, mais pas 10 ans après, hein, parce que c'était en 97. Et on aura démontré un théorème mathématique majeur. Bah, ça, c'était encore 25 ans après. Donc, par rapport à 56, vous voyez que ça fait un petit écart. En 57, un certain Rosenberg, qui est un psychologue, invente le perceptron ou le neurone, le premier réseau de neurones artificiels capable d'apprendre. Il est inspiré du neurone biologique de McCulloch-Pitts. Et puis, il y a un enthousiasme immense là-dessus et on pense que tout va être résolu, sauf que Minsky et Papert, qui sont des empêcheurs de tourner en rond, démontrent que on ne peut appliquer ça qu'aux problèmes linéairement séparables. Et en plus, à l'époque, il y a beaucoup de manque de calcul. Alors, je vous ai donné des tas de termes que j'imagine, pour la plupart, vous ne connaissez pas. Donc, le but du jeu, c'est quand même de vous expliquer les termes et de les démythifier. La première chose, c'est les neurones. Un neurone biologique, qu'est-ce qui se passe? Il est multiconnecté en entrée et puis il est multiconnecté en sortie. Voilà, il reçoit les infos par ce qu'on appelle les dendrites et il est connecté via les synapses à tout un réseau de neurones. Et on possède plusieurs milliards de neurones dans notre cerveau. Bon. Un neurone informatique, eh ben, dans le principe, c'est la même chose. Il reçoit, vous voyez, des informations qu'on a appelées X1 et X2, dans cet exemple très simple, avec des poids, on donne des poids aux informations, on fait une petite opération dedans, et puis on fait ce qu'on appelle une fonction d'activation. C'est-à-dire, la plus simple, c'est que si le résultat de l'opération est supérieur à 0, ben on dit que c'est 1, supérieur strictement, et si c'est à 0, ben ça donne 0. Et bon, ça se voulait une approximation de la biologie. En réalité, la biologie est beaucoup plus complexe que ça. Mais vous voyez ce petit truc-là, je vais vous démonter l'affaire, vous allez voir que c'est très simple. Ça, c'est un neurone qui simule la fonction OU logique. C'est-à-dire que si les deux entrées x1 et x2 sont égales à 1, on fait leur moyenne, ça fait 2. Si la moyenne, pardon, de 1 et 1, ça fait 1 d'ailleurs. Mais comme 1 est supérieur à 0, la sortie c'est 1. Maintenant, si x1 ou x2 sont égales à 1, la moyenne fait 0,5, c'est strictement supérieur à 0, donc ça donne toujours 1. Et si les deux sont égales à 0, la sortie, c'est égal à 0. Et ça, c'est le ou logique des mathématiciens. C'est-à-dire, il faut qu'une affirmation soit vraie ou une autre soit vraie pour que l'affirmation combinée des deux, A ou B, soit vraie. Et avec ça, on peut faire énormément de fonctions. La deuxième chose, je vous ai parlé de problèmes linéairement séparables. Je vais faire un petit exemple. Donc, le OR ou inclusif, c'est ce que je viens de vous décrire. Vous avez deux capteurs. L'alarme se déclenche si un capteur ou l'autre se déclenche. Le ou exclusif, eh ben, c'est par exemple un ordinateur, de commutateur va-et-vient. Si vous êtes à un bout de la pièce et que vous voulez allumer, mais que votre femme a la même idée au même moment, eh bien, tous les deux actionnent le truc, eh bien, ça ne donne pas 1, ça donne 0, la lumière est toujours éteinte. Et si vous représentez ça sur un diagramme, eh bien, vous vous apercevez que pour le ou inclusif, il y a 3 possibilités pour que ça soit 1, et pour le ou exclusif, ben, si on a 1 et 1, ça fait ici du rouge, et bien, hop, je trace une droite, et ça, c'est linéairement séparable, puisqu'avec une droite, je sépare les points verts des points rouges. Alors que si vous essayez de séparer par une droite les points verts et rouges, eh bien, la droite va être légèrement tordue. Voilà. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de problèmes. Je dirais une dimension d'infini de plus de problèmes qui ne sont pas linéairement séparables. Donc, voilà.
Et donc, Rosenblatt, là-dessus, a fait un réseau de neurones. C'est quoi un réseau de neurones? Eh ben, je reprends mes deux entrées, là, et puis je les fais passer dans un certain nombre de neurones tels que je vous ai les écrits, et puis ça donne une sortie. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des poids associés à certaines entrées. Vous voyez que les neurones d'entrée sont tous raccordés à la couche de neurones intermédiaires et que les neurones de sortie sont tous raccordés aux neurones de sortie. Et avec ça, c'est le principe de l'apprentissage. Et comment ça marche? On prend un jeu de données étiquetées, c'est-à-dire, par exemple, on prend des images qui représentent des chats et des images qui représentent des chiens, et on dit ça c'est un chat et ça c'est un chien. Enfin, ça sera beaucoup plus tard, hein, mais je vous présente un exemple plus complexe. Eh bien, on fait apprendre au réseau de neurones sur 80% d'une base de données étiquetée ce que c'est qu'un chat et un chien. Et puis, sur 20%, on vérifie qu'effectivement, il ne se trompe pas. Et comment est-ce qu'il apprend? Je vous ai parlé des poids sur chacun des neurones, sur chacun des variables d'entrée. On met au point les poids, on calcule les poids en disant la première fois j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc je modifie mes points intermédiaires. La seconde fois, pareil, on fait un certain nombre d'itérations jusqu'à ce que ça donne un truc qui soit correct. Ensuite, si on poursuit l'histoire, un certain Joseph Weizenbaum simule une conversation humaine informatiquement. On peut dire que c'est un peu l'ancêtre de ChatGPT. Il avait appelé ce truc-là docteur. Docteur, ça simule un psychanalyste. Et les réponses n'apportaient pas grand-chose, en fait, mais étaient tellement bien formulées que les gens pouvaient s'identifier à la machine à tel point que même le chercheur a pris peur quand sa secrétaire lui a dit excusez-moi, je vais converser avec la machine, mais ça va être indiscret et je suis en conversation avec elle et j'aimerais que vous sortiez. Voilà. Donc, il a écrit d'ailleurs des bouquins sur l'identification de l'homme et de la machine, chose qui arrive encore aujourd'hui. Hein. Vous savez que ça fait des ravages dans la psychologie des adolescents, par exemple. Et puis ensuite, il y a une certaine société qui a fait un robot Shaker. Alors, Shaker, pourquoi Shaker? Parce que Shake, comme vous savez, c'est tremblant. Et ce robot était tout tremblant. Mais il a fait beaucoup avancer la recherche. Et pourquoi? Parce que ce robot, il devait effectuer des tâches simples, comme aller chercher une tasse sur une table ou la faire tomber. Et donc, il avait des capteurs, caméra, capteur tactile, télémètre, et puis surtout son architecture sépare explicitement la perception donnée par les capteurs, la représentation du monde, donc on lui a dit de quelle forme à la table et quelle forme à la tasse, mais on ne lui a pas dit où était la table et la tasse. Ensuite, troisième chose, il raisonne, et puis après son raisonnement, ben, il dit donc il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, il était capable de faire des tâches élémentaires. Donc, on va dire que c'est un ancêtre conceptuel de la voiture autonome, des robots et des agents IA, où les quatre choses étaient effectivement séparées. Ensuite, entre 74 et 80, il y a eu des tas de rapports qu'on dit, en particulier aux États-Unis, que tout ça ne menait à rien, qu'il fallait couper les crédits, ce qui a été fait. À l'époque, donc, la puissance de calcul, en plus, était insuffisante. Et puis, il y avait la fameuse limitation théorique dont je vous ai parlé plus haut. En 80, nous avançons dans le temps. Un certain Edward Feigenbaum, qui a eu le prix Turing, a fait ce qu'on appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est j'ai une base de données et puis je raisonne logiquement. C'est-à-dire, je dis, si tel patient a tel âge et puis qu'il a tel niveau de sucre dans le sang, alors il a le diabète, par exemple.
En 85, il y avait un marché d'1 milliard de dollars, quand même. C'est vous dire si ça a quand même fait avancer les choses à l'époque, mais en fait, c'est une intelligence qui n'apprenait pas du tout. Et comme la base de règles était faite par des experts, au bout d'un moment, pour améliorer la précision, ben, les règles étaient de plus en plus nombreuses et elles en arrivaient à se contredire. Donc, c'était un système très, très difficile à maintenir. Et puis, ça suppose que le monde peut être modélisé facilement avec des règles logiques. Eh bien, on s'est aperçu que c'était quand même pas si vrai que ça. Voilà. Ensuite, une chose très importante, en 86, Hinton en particulier, mais avec Rumelart et Williams, propose de propager l'erreur de sortie vers l'arrière à travers les couches du réseau en calculant pour chaque poids sa contribution à l'erreur via la règle de dérivation Shed, puis ajuster ses poids par descente de gradient. Bon, je fais une interro écrite, là on va voir ce qu'on a compris, mais je vais un peu démystifier encore l'affaire un peu plus loin. Sibenko, à peu près en même temps, dit qu'en fait, toute fonction continue, une fonction continue dans le plan, c'est simplement que vous tracez un trait et que vous ne levez pas le crayon. Voilà. Par contre, vous pouvez faire des angles. Bon, et ben, tout trait aussi simple que ça dans le plan, et ça peut être naturellement transposé dans l'espace et même dans l'hyperespace à une dimension, eh bien, toute fonction peut être approcher aussi précisément que l'on veut, avec une seule couche cachée, une activation sigmoïde. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Et puis, on a constaté que ça résolvait le problème que je vous ai exposé plus haut, du mou exclusif. Alors, le gradient, c'est très simple. J'ai pris une photo tout près de chez moi. Voilà, c'est en Auvergne. Vous devez aller du point A au point B. L'allié arrive par la droite de la photo et il repart par la gauche de la photo, c'est-à-dire qu'il fait le tour de l'isthme donc sur lequel vous voyez une abbaye du XVIIIe siècle et une église du XIIe. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Mais donc, vous devez aller du point A vers le point B. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre la ligne droite ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux faire le tour par l'allié? Je pense que vous pensez qu'il vaut mieux faire le tour par l'allié. Eh bien, c'est exactement ça le gradient. Le gradient, c'est de dire je me dirige vers le point en descendant vers mon but, et ce, même si je ne vais pas du tout en ligne droite. Mais c'est quand même le chemin le plus facile. C'est comme ça c'est ça ce qu'on appelle le gradient en mathématiques. La fonction sigmoïde, la souris vous montre la fonction sigmoïde. Tac. Voilà. Vous vous rappelez que le premier réseau de neurones, on disait par exemple au-dessus de 0, ça vaut tout de suite 1. Et bien là, la fonction sigmoïde, elle simule un peu ça et on peut, ici c'est avec un seuil de 0,5, je pars de 0, vous voyez en dessous mon entrée qui est égale à moins 6, là, et la classe prédite qui est égale à 0. Vous faites bouger le curseur, et dès que ça passe 0,5, hop, c'est supérieur à 0,5, donc ça passe à 1. Donc, si vous donnez la sortie sur cette fonction-là, eh bien, c'est capable de vous séparer toutes les données de sortie en deux classes, une classe 0 et une classe 1. L'intérêt de la sigmoïde pour les mathématiciens, c'est que c'est une fonction qu'on appelle dérivable, donc ça permet de faire des calculs, ce qu'on ne pouvait pas faire donc avec la fonction précédente. Et c'est pour ça qu'on peut calculer aussi ce qu'on veut. Donc, le principe ce qu'on appelle le machine learning classique, c'est qu'on met beaucoup d'exemples en entrée
Là, il y a 2 flèches, mais il peut y en avoir tant qu'on veut. On a une couche d'entrée, on propage les états dans un certain nombre de couches dites cachées. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir autant qu'on veut. On a une couche de sortie qui donne la sortie. On évalue si on est vraiment dans les choux ou si on est proche de la cible, et on remet à jour tous les poids pour converger vers la cible. On évalue donc à l'aide du gradient précédemment cité. Et puis on recommence, et on tourne jusqu'à obtenir un niveau de précision qui semble suffisant. Bon. Je vous ai mis un petit exemple, alors ça va peut-être un peu vous effrayer parce que c'est du code Python, mais là encore, le Python est effrayant dans la jungle, mais en informatique, il s'explique assez bien. Alors, hop, ça peut plutôt être là, voilà. Tac, tac, pourquoi ça ne veut pas monter ça? Oui, c'est pas celle-là. Merci. Pourquoi je suis pas en haut là? Bon, ok. Je vais exécuter. Attendez voir. Surtout si ça veut bien marcher avec ma souris. Le programme, là, je viens de l'exécuter et je ne sais pas pourquoi il ne veut pas descendre. Là, voilà. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prévoir le diabète pour des malades. Alors, vous avez ici 100 000 enregistrements. OK? Et puis, vous avez le sexe, vous avez l'âge, vous avez l'hypertension, vous avez s'il a déjà eu une maladie de cœur et ainsi de suite. Bon, on va déjà apprendre sur, en fait, le truc qui est essentiel pour le diabète, comme chacun sait, eh bien, c'est le niveau de glucose dans le sang. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On remonte, voilà. Et il ne veut pas bouger. Ah, il m'énerve, voilà. On regarde déjà combien il y a de diabétiques sur 100 000. Il y en a 8 500 dans la base. OK. On dit, on va séparer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les données en deux. On va prendre 80% de données qui vont servir à apprendre et 20% qui vont servir à vérifier. Voilà. On construit le process de traitement, OK. Donc, bon, il y a des tas de choses intermédiaires, mais enfin, tout ça, c'est l'intendance, on va dire. Mais à la fin, on voit qu'on a 80 000 enregistrements dans la base d'apprentissage et puis 20 000, le 15 donnant le nombre de colonnes, les colonnes que vous avez vues plus haut. Voilà. On dit qu'on va faire l'entraînement du modèle. Eh bien, vous voyez, l'entraînement du modèle, c'est super simple. C'est juste une instruction qui est ici. On lui dit, eh bien, tu fais le fit entre le train d'entraînement, entre le X et le Y, en lui dosant maximum 1000 itérations et en utilisant un algorithme qu'on appelle la régression logistique. Voilà. Bon, il a fait que 15 itérations pour être en dessous de l'erreur visée. Alors, donc on dit, bon, bah ça c'est très bien, on va vérifier si tout ça donne quelque chose de vrai ou pas. On le vérifie avec ce qu'on appelle des métriques courantes. L'accuracy, c'est qui dit qu'on est bien conforme au modèle qu'on a mis dans le machine learning, et la précision, eh bien, vous voyez que la précision, elle est de l'ordre de 90%, c'est-à-dire elle a donné la bonne réponse dans 9 cas sur 10, ça veut dire que dans un cas sur 10, elle a donné une mauvaise réponse. Et comment est-ce qu'on voit plus précisément? Ben, on s'aperçoit que ce qu'on appelle la matrice de confusion qui est là, eh bien, sur l'ensemble de la population, il y a 18 125
malades qui ont été déclarés qui ont été déclarés malades, c'est-à-dire des vrais diabétiques. Il y en a 1054 pour lesquels on a dit qu'ils n'étaient pas malades, et effectivement, ils n'étaient pas malades, mais il y en a 167 où on a dit qu'ils étaient malades, et en fait, ils ne l'étaient pas, et 654 où on a dit qu'ils n'étaient pas malades, et en fait, ils l'étaient. D'où la précision que vous avez. Alors, naturellement, il faut faire tourner le modèle plus. Voilà. Et on va faire autre chose derrière. Hop. Toujours si j'arrive à descendre. On va faire ce qu'on appelle une heatmap, c'est-à-dire les niveaux de corrélation, non pas avec un seul paramètre qui est le niveau de glucose, mais également avec une autre donnée qui est une mesure d'une protéine particulière. Là, j'ai fait juste ce qu'on appelle une heatmap, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est juste une matrice de corrélation. Donc, quels sont les paramètres qui sont corrélés entre eux? C'est-à-dire, si j'ai par exemple, je ne sais pas, l'histoire, si on a des gros fumeurs, est-ce que c'est vraiment corrélé avec le fait qu'il y a du diabète? Ben, vous voyez que les chiffres sont très petits. Là, voilà, la matrice est parfaitement symétrique, et donc ça ne semble pas du tout corrélé avec le fait d'avoir le diabète. Par contre, on a deux paramètres qui semblent bien corrélés, c'est d'une part le niveau de glucose et d'autre part donc le niveau de cette fameuse protéines. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'intelligence artificielle de séparer ces populations, non plus seulement sur le niveau de glucose, mais également sur le niveau de protéines. Voilà. Alors, on fait 2-3 trucs. Tout ça, les petites instructions que vous voyez ici, là, ça paraît un peu compliqué. Alors, il faut connaître un peu le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette heatmap, ça m'a pris à peu près 37 secondes à faire, puisque j'ai rien écrit de tout ça. J'ai demandé à l'intelligence artificielle elle-même de m'écrire les instructions qui vont me faire une belle heatmap, naturellement. Et donc, je descends, et là, je vois que j'ai ici le niveau de la protéine et ici le niveau de glucose dans le sang, et je lui ai demandé de tracer une droite, parce que c'est ce qui est le plus simple. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est relativement corrélé, c'est-à-dire qu'il est capable de séparer les deux populations. Il y a une population qui n'a pas le diabète avec cette couleur, une population qui a le diabète avec cette couleur, et avec ces deux paramètres, la droite de séparation est ici. Et donc, ça me permet d'affiner la prévision sur deux paramètres. Alors, un esprit observateur dit, oui, mais enfin, tracer une droite qui serait courbe, c'est-à-dire une ligne, eh ben, ça aurait mieux séparé les deux populations. Je réponds à cet objecteur qu'il a parfaitement raison et que l'intelligence artificielle est tout à fait capable de faire ça. Mais je vous ai fait un exemple très simple. Vous avez vu qu'il a tourné en rien du tout, rien du tout. Et donc, vous pouvez mettre autant de paramètres que vous voulez. Voilà. Après, il y a une courbe d'I30, mais ça, c'est, on va dire, un peu technique. Donc, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Est-ce que, à ce stade, chère héroïne, il y a quelques questions? Il n'y a pas de questions. Alors, soit c'est très confus, soit c'est très clair. On verra ça sur la fin. Par la suite, un certain Yann LeCun, je pense que ce nom ne vous est pas inconnu, parce que Yann LeCun, il a fait beaucoup de choses en intelligence artificielle, et puis il vient de fonder sa start-up en France, et j'y reviendrai en conclusion sur l'objet de sa start-up. Mais c'est vraiment un type extrêmement fort en intelligence artificielle, et en plus il est français. Il a eu le prix Turing, enfin, c'est vraiment un type formidable. Bon, lui, il a dit, est-ce qu'on a besoin de voir toute une image pour reconnaître des formes? Ben, il a fait des essais, il s'est aperçu que non. Il fallait mieux regarder des structures locales, des bords, des points, des textures avec une complexité moindre. Et ça permet de faire travailler en parallèle sur des bouts d'images. Et ça a permis, en 89,
de faire entre 10 à 20% du marché pour reconnaissance des caractères et des chiffres sur l'échec. Reconnaissance automatique. Donc, c'était vraiment un truc qui s'est quand même pas mal déployé. Alors, je vous ai mis un petit exemple. Tac. Voilà. Bon, c'est le même genre d'apprentissage, sauf que le réseau neuronal. Alors là, je suis sur une base de données qui est de 70 000 images. Et voilà les images. Hein, je vous les ai. Alors, vous voyez que le 1, par exemple, il y en a 3. Il y a celui-ci, il y a celui-ci et il y a celui-ci. Mais vous voyez bien qu'ils n'ont pas la même forme. Bon, il paraît que ça, c'est un 5. Bon, bah, c'est un 5, très bien, un 2. Bon, vous voyez que suivant l'écriture, il peut y avoir des tas de façons d'écrire les chiffres. Donc, c'est assez compliqué, a priori, de reconnaître comme ça et de dire, eh ben, ça, c'est un 4 de manière sûre. Et donc, c'est ce qu'a fait Yann LeCun. Et donc, là, je vous ai fait un petit exemple. Hein. Alors, l'avantage de cet exemple, c'est que vous voyez les itérations. Là, il y a eu 10 itérations sur cet exemple. Je ne veux pas vous le faire tourner en direct parce que ça va être un petit peu long. Et vous voyez que les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, l'accuracy et puis la fonction de loss, c'est-à-dire la fidélité au modèle et puis la précision, au fur et à mesure des itérations, eh bien, l'accuracy augmente, vous voyez, elle augmente, et au fur et à mesure des itérations, la précision, enfin le loss, c'est-à-dire l'imprécision, diminue. Donc, ça veut bien dire que la machine apprend. Voilà. Et à la fin, on dit, eh bien, on teste sur le jeu de test, et puis on a les deux choses, on a l'accuracy et la loss sur le test. Mais ça, j'ai utilisé un réseau de neurones, on va dire classique, voilà, qui comprend quand même 328 160 paramètres à mettre au point. Et voilà. Bon, maintenant, je me suis amusé à faire la même chose, mais avec un réseau dit convolutionnel, donc ce qu'a inventé le domaine LeCun. Et puis, bah, pareil, il y a à peu près le même nombre de paramètres, vous voyez. Eh bien, sur le réseau classique, on a une loss de 0,08, c'est-à-dire qu'il fait 8% d'erreur. Et sur le réseau convolutionnel, c'est un réseau très simple, encore une fois, moi j'aurais pu le faire tourner plus, hein, il fait que 3% d'erreur. Donc ça veut dire 3 fois moins. Et la fidélité au modèle, ben, vous voyez qu'on a gagné 2%, on passe de 0,80, bon, 0,97 à 0,99. Ça veut dire qu'en effet, son modèle est plus efficace, encore une fois, sur un truc très simple. Voilà. Bon, ensuite, bah, malgré ces avancées, entre 87 et 93, on dit que les systèmes experts, c'est trop compliqué, et puis ça, voilà. Et puis, par ailleurs, il y a l'avènement des PC, de plateformes de calcul beaucoup plus puissantes que ce sur quoi tournait l'IA, et tout le monde était focalisé sur les PC, et puis pas tellement sur l'IA, on va dire. Voilà. Là, on arrive à la maturité de l'IA. Bon. En 95, il y a une certaine méthode SVM, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que finalement, ça reste employé, mais assez peu. En 97, chose intéressante, Deep Blue, qui est un ordinateur, super ordinateur d'IBM, bat Kasparov. Je pense que les plus seniors d'entre nous s'en souviennent. Voilà. Bon, mais en fait, c'est une victoire plus symbolique que théorique. Pourquoi? C'est d'un super calcul. Et c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle apprenante. C'est juste un jeu, entre guillemets, juste un jeu de probabilité. Mais n'empêche que c'est la première fois que sur un jeu classique, eh bien, la machine bat l'homme. En 97, il y a bon, deux Reiter et Schmidt-Huber, je crois sont suisses, se sont aperçus que le gradient
dont je vous ai parlé tout à l'heure pouvait s'affaiblir ou au contraire exploser. C'est-à-dire, quand je vous ai montré la courbe sigmoïde tout à l'heure, vous avez vu qu'elle était très plate au début et très plate à la fin. Ce qui fait que si vous êtes dans cette situation pour toujours pour vous diriger, si vous êtes sur un lac et si on vous dit pas où est clairement, enfin, si vous utilisez la méthode du gradient pour traverser le lac, bah, ça ne vous donnera aucune indication parce que le lac est quand même assez plat. Par conséquent, dans ce cas-là, la machine, elle est incapable d'apprendre. Et puis même, il y a un autre écueil, c'est que euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a un autre écueil. Oui, c'est le surapprentissage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le gradient est plat, eh ben, la machine apprend par cœur les exemples. Et puis, quand tu lui proposes un truc qu'elle n'a pas appris, elle se plante complètement. Et donc, ça, c'est dû à ces histoires de gradient où elle est incapable de progresser. Donc, ces deux messieurs ont adopté, et ça a été adopté beaucoup dans les cours de bourse. Donc, je vais vous montrer, nonobstant les remarques que, oh, mais si, il va bien falloir que tu l'ouvres. Pourquoi ne veut-il pas l'ouvrir? Attendez, je vais vous trouver ça. Hein. Pourtant, je vais tout essayer, comme d'habitude, mais ça. Ah non, alors c'est pas là. Alors, attendez, hop. Eh bien, il est là, voilà. OK. Donc, dans le cadre de ma scolarité récente, j'ai fait pour ceux qui sont financiers une modélisation de ce qu'on appelle le call européen, c'est-à-dire une option achat à terme avec option d'achat. Donc, je vais vous passer quelques flips et on ne va pas rentrer dans le détail naturellement, mais c'est pour vous montrer que il faut déjà modéliser ce que ça veut dire. Donc, il y a un petit peu de modélisation mathématique. Et puis ensuite, il faut modéliser toutes les données d'apprentissage, c'est-à-dire un cours de bourse, hein, avec voilà, des histoires mathématiques. Et puis, ça donne ces courbes-là. Voilà, ça, c'est une courbe créée par l'ordinateur, mais qui simule, et qui simule assez bien des cours de bourse. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a Black-Scholes qui ont fait des tas de calculs savants. Voilà. Et ça servait à quoi? Ça sert aux traders quand ils veulent se couvrir, c'est-à-dire quand ils fournissent l'action à celui qui achète à terme, ils cherchent naturellement à perdre le moins d'argent possible et même à en gagner. Et donc, ces braves gens Black-Scholes ont fait un modèle disant chaque jour, tu dois vendre ou tu dois acheter tel sous-jacent, comme ils disent, telle action, en fonction du cours du jour et de tout l'historique, surtout de tout l'historique. Voilà. Donc, ça donne ça. Et ça, c'est une méthode analytique. Maintenant, on s'aperçoit que le modèle de Black-Scholes, il a des inconvénients, c'est-à-dire qu'il fait des hypothèses qui, pour des cours de bourse, sont hardies. La première étant qu'il n'y a pas de coût de transaction quand on achète ou quand on vend une action. Ça se saurait naturellement parce que tous ceux qui vendent des actions quand on achète savent bien qu'il y a un coût. Voilà. Ça ignore les crises, ça ignore les taxes. Bon. Je passe sur les détails. Donc la question est de savoir si une intelligence artificielle est capable de modéliser plus finement cette affaire-là. Eh bien, figurez-vous que oui, évidemment. Alors, je prends donc, je reviens ici, je reviens là, ici. Non, toujours pas. Où est-ce qu'est ma présentation? Ah ben, j'ai dû sortir peut-être. Oui. Tac, 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 tac.
Euh, voilà. Bon, encore quelques... Ah, pourquoi? Donc, j'ai fait un petit modèle qui est mon mémoire de fin d'études. Donc, bon, bah, comme d'habitude, je crée enfin, bon, je vais directement à la conclusion. Ici, j'ai un réseau de courbes et je lui ai fait apprendre des milliers de réseaux de courbes, raison pour laquelle c'est un petit peu plus compliqué en calcul que les choses précédentes. Je lui ai donné un modèle de l'os qui, en plus, est signifiant pour les financiers, qui s'appelle la CVAR. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous le souhaitez. Je fais un réseau de ce qu'on appelle deep edging, OK, et puis je vois que la loss, effectivement, vous l'avez vu, progresse au fur et à mesure des itérations. Et là, j'ai une perte qui est, enfin, une précision suffisante pour la précision. OK, donc je m'arrête à 50 et je vois qu'elle commence à plafonner de toute façon. OK, et hop, je vais au-dessus. Et surtout, je vais y arriver. Voilà. Je fais une belle courbe disant, en gros, la probabilité des pertes et profits par ces mécanismes de couverture. Donc, si je calcule par la méthode analytique, ça me donne cette courbe orange. Et si je calcule par la méthode d'intelligence artificielle, ça me donne la courbe bleue. Ben, vous voyez, en fonction que globalement, en fait, ça donne les pertes et profits. Mais en fait, l'axe des abscisses est fait de telle façon que plus vous êtes à gauche, moins vous perdez. Voilà. Et ben donc, vous voyez que la méthode de deep edging, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, par intelligence artificielle, est plus performante que la méthode de Black-Scholes et qu'en plus, elle a pris en compte les choses dont je vous parlais précédemment, et par exemple le coût de transaction. Maintenant, est-ce qu'on sait l'expliquer pourquoi finement elle est plus performante? Non, parce qu'au bout d'un moment, on met tellement de couches cachées, de choses comme ça, on constate le résultat, mais l'intelligence humaine est dépassée. On voit que ça donne le résultat, mais on ne sait pas l'expliquer finement. Donc ça, il faut quand même le savoir. C'est surtout les réseaux de neurones, c'est quand même un truc qui est important. Est-ce que, à ce stade, il y a des questions? Toujours pas? Bon, bon, en 2001, il y a on a des algorithmes qui s'améliorent pour tout ça. Bon, le message surtout, c'est que ça évite ce que je vous ai appris tout à l'heure et dit tout à l'heure, le surapprentissage. C'est-à-dire, on donne une très très grosse base de données, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'essais, la machine apprend par cœur la base de données, c'est-à-dire elle met ses poids au point, mais elle est capable, sur n'importe quelle donnée apprise, de restituer évidemment une information parfaite, mais dès qu'on sort de son domaine d'apprentissage, eh bien, elle dit n'importe quoi. Voilà. Donc, en 2006, Hinton, donc déjà cité, qui a eu le Turing et le Nobel, je vous dirai dans quelles conditions, a donc fait du deep learning. Et c'est ce que je viens de vous montrer, avec en particulier des fonctions d'activation plus performantes. Et donc, bah, tout le monde se dit, ah, bah, ça c'est formidable, et du coup, l'argent recommence à affluer, en particulier dans les milieux financiers et boursiers. Ensuite, il y a quelqu'un qui exerce toujours, d'ailleurs, qui est une femme, qui s'appelle Fei-Fei Li, qui en fait découvre
que les modèles sont de plus en plus performants, mais on n'a pas forcément de données bien structurées pour les entraîner. Et elle se dit, ben, je vais créer des images et puis des millions d'images, et je vais faire un concours tous les ans pour savoir quelle intelligence va reconnaître le mieux les images à partir de ces mêmes données. Donc, elle fait la compétition annuelle sur 1,2 million d'images, je dirais seulement à l'époque, et sur 1000 catégories. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, 1000 animaux différents. Et ça permet d'étalonner les modèles. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez important. Ensuite, il y a quelqu'un qui a une idée très intéressante, qui est de dire autre chose pour tester les réseaux. Il y en a un qui va poser des questions et l'autre qui va répondre aux questions. Et comme ça, eh bien, celui qui pose les questions va progresser grâce aux réponses données par l'autre, et ainsi de suite. Donc, ils vont progresser tous les deux. Et pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques, tout ça est sous-jacent dans la théorie des jeux. Bon. Et ben ça fait faire des progrès absolument massifs des synthèses vocales, des créations d'images, et ça a créé bien sûr l'IA générative, générative d'images, avec naturellement tous les inconvénients qu'on peut voir à l'IA générative, c'est-à-dire l'apparition des fake news en termes d'images et tout et tout. Donc ça date de 2014. Ensuite, AlexNet, qu'est-ce qu'il fait? Il améliore encore la fonction d'activation et surtout, il emploie massivement le calcul parallèle. C'est-à-dire que pour chaque couche, vous voyez les couches de neurones, et bien pour chaque couche, au lieu de calculer séquentiellement, c'est-à-dire faire ce calcul, puis ce calcul, puis ce calcul, puis ce calcul, eh bien, ils font les 4 calculs à la fois, c'est-à-dire qu'ils répartissent ça en plusieurs ordinateurs. Ça, c'est une idée formidable parce que naturellement, ça augmente énormément la puissance de calcul, ça diminue drastiquement le temps de réponse. Et ça leur permet de faire des calculs plus précis. Et la compétition précédente dont je vous parlais, qui est donc la reconnaissance d'image, ils la gagnent avec 2 fois moins d'erreurs que le peloton des suivants. Ça veut dire que c'est quand même très important. Et le calcul parallèle, ça a été repris par une société que vous connaissez forcément, parce qu'on en entend souvent parler, qui est la première capitalisation boursière mondiale, qui fait des microprocesseurs et qui s'appelle de son nom. Quelqu'un peut souffler le nom de la première capitalisation boursière qui fait des microprocesseurs? Non, je vais vous le dire grâce à mes notes parce que je les ai bien en bas. Hop. NVIDIA. NVIDIA, merci, il y en a qui suivent, c'est bien. NVIDIA donc fait NVIDIA fait dans ses processeurs massivement du calcul parallèle. Événement suivant, AlphaGo bat l'Isidol, champion du monde de Go. Après les échecs, c'est le Go. Vous avez 10 puissance 47 positions. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc, si vous divisez 47 par 9, vous voyez que ça fait 5. Ça veut dire qu'il y a environ 100 milliards de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de positions pour les échecs. Pareil ça fait à peu près 8 pour le Go. Donc, ça fait 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de positions. Ça fait quand même quelques positions. Et il commence par être entraîné par des parties humaines et puis ensuite contre lui-même. Ce qui est très notable, c'est qu'au deuxième match, au coup de 37, il fait un coup qui est d'abord jugé invalide par les commentateurs, et après, il est reconnu comme un coup de génie surhumain, c'est-à-dire que jamais un humain n'aura pu trouver ce coup-là. Et grâce à ça, AlphaGo bat l'Isidol.
Et puis l'année d'après, il est entraîné uniquement contre lui-même. C'est-à-dire qu'on met deux IA l'une contre l'autre qui ont le même algorithme et ils s'entraînent l'un à l'autre. Et bien, en 40 jours, il est bien meilleur que la version précédente. Ensuite, on arrive à une révolution qui va faire entrer pleinement l'intelligence artificielle dans le domaine du grand public, grâce à un article de 2017 de Vasvani et de toute l'équipe de Google Brain qui s'appelle Attention is all you need. Donc, pour chaque couche neuronale, chaque jeton est classé en fonction de son importance. Et on massifie le calcul parallèle. Et puis, en parallèle, Devlin et les mêmes encodent le langage et prévoient statistiquement le mot suivant. Donc, pour chaque couche neuronale, par exemple, dans une phrase, quand on dit des phrases, par exemple, l'intelligence artificielle dit que les articles, les pronoms, tout ça n'a aucune importance. Si, par exemple, je dis l'intelligence artificielle est appelée à révolutionner le monde, certainement la classification d'importance sera révolutionner en premier, ensuite intelligence artificielle et troisièmement monde. Et ainsi de suite pour toutes les phrases, tous les mots. Et comme ça, il arrive à donner de l'importance à chaque mot. Alors, tout ça suppose des armées d'humains qui disent quels sont les mots les plus importants, quelles sont les images les plus importantes. C'est tout le back-office, je dirais, de l'intelligence artificielle et tout l'entraînement. Et ça, c'est c'est méconnu, mais c'est extrêmement important. Il y a des gens qui sont payés au clic toute la journée pour dire affirmation A vrai, affirmation B fausse, et plus ils font le clic, plus ils sont payés, mais ils ne sont pas payés grand-chose. Et puis, bien, on arrive à l'époque moderne, donc GPT-3 qui entraîne là 175 milliards de paramètres. Et on s'aperçoit que quand on fait ça à grande échelle, il est capable de répondre à des questions. On n'imaginait même pas qu'il était capable de répondre. Mais GPT-3, à l'époque, avait quand même pas mal encore de ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire, comme je vous ai dit que l'intelligence artificielle prévoyait ce qui est le plus probable pour le mot suivant, bon, il donne des affirmations où c'est le plus probable, mais le plus probable, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a quand même une grande différence. Dans un contexte donné, une affirmation peut être la plus probable, mais peut être parfaitement fausse. Bon, ensuite, il y a d'autres modèles qui vont vers ce qu'on appelle les modèles multimodaux. Multimodaux, ça veut dire qu'ils sont capables de traiter du texte, des images et du son. Et donc, que j'appelle disruption créative, c'est-à-dire que ça permet, par exemple, de caricaturer héroïne en duchesse du XVIIIe siècle sans aucun problème, et donc, en quelque sorte, de faire de l'art, mais avec toutes les limites qu'on peut voir à ça. Qu'est-ce que l'art? C'est comme l'intelligence, c'est un vaste débat. Voilà. Ensuite, il vient ChatGPT, vous avez 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est vraiment le très grand public. Je pense que vous en souvenez. Et ensuite, en 2024, c'était il y a 2 ans, c'est tous les modèles concurrents qui arrivent, Claude, Gemini, Mistral, and so on. Je vais terminer cette partie historique, je dirais, par le Nobel de physique. En 2024, Hinton et Hopfield reçoivent le Nobel de physique. Hinton, je l'ai déjà cité. Hopfield, il a fait un lien entre les réseaux de neurones et la physique statistique. Et donc, ça veut dire que l'IA, en quelque sorte, est officialisée dans les sciences dites dures. C'est-à-dire est officialisé comme faisant progresser la compréhension du monde, la compréhension, significativement la compréhension du monde. C'est ça ce que ça veut dire un Nobel de physique.
ça pourrait être assez étonnant pour des informaticiens, je dirais. Je vois 2 secondes et je demande à Héroïne si elle a des questions. Eh bien, il n'y a toujours pas de questions. Alors maintenant, on va faire un peu de prospective et puis aussi on va faire un peu de vocabulaire parce qu'on est là, enfin, je pense que c'est bien de savoir quelques contextes. Alors, on parle beaucoup de RAG. Qu'est-ce que c'est que le RAG? Je vous ai mis l'acronyme, OK? C'est un modèle spécialisé et pré-entraîné. Et dans une entreprise, ça permet d'implanter facilement des chatbots parce que comme le modèle est déjà pré-entraîné, eh bien, il ne faut pas beaucoup de mémoire pour faire des chatbots et pouvoir répondre aux questions des consommateurs ou des questions internes. Ça, c'est une première chose importante. La seconde chose importante, c'est que l'information peut très bien rester à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un RAG peut garder ses propres données et répondre à ses propres questions à l'intérieur de l'entreprise sans que jamais il ne sorte aucune donnée de l'entreprise. Et donc, pour des raisons évidentes de confidentialité, c'est quand même assez important. Voilà. Et puis, par ailleurs, ça a un coût bien inférieur à ce qu'on appelle un fine-tuning, c'est-à-dire la mise au point de systèmes d'intelligence artificielle. Je vais en toucher 2 mots par la suite. Ben voilà, j'en touche le rôle. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, l'ingénieur IA? Il choisit en fonction de la situation l'architecture et il effectue donc ce fameux fine-tuning. Il dit quel type d'IA il faut, est-ce que c'est plutôt de l'image, est-ce que c'est plutôt des séries temporelles, etc., etc. Il détermine l'architecture, le nombre de couches cachées, le nombre de neurones par couche, les fonctions d'activation, le nombre d'itérations, et puis pour tout ça, pour donner évidemment des réponses qui soient pertinentes. Je n'ai pas mis ça dans le flip, mais c'est évident. Et pour éviter le surapprentissage et pour répondre le plus rapidement possible aux questions posées et économiser les ressources calculées. Il ne faut pas croire que les modèles qui s'appliquent dans un contexte donné peuvent s'appliquer à un autre. Chaque contexte est différent, donc l'intervention de l'homme là-dedans est, en tout cas pour l'instant, très importante. C'est-à-dire que typiquement, si on implante un modèle dans une banque ou si on implante un modèle dans une industrie pour faire de la maintenance prédictive ou pour décider de quelle action il faut faire en production, ou si on implante ça dans un milieu médical, ce sera ni la même IA, ni la même façon d'effectuer ce qu'on appelle le fine-tuning. Ensuite, sur les tendances actuelles, je vous cite quelques mots. L'agentique. Alors, on entend beaucoup parler de l'agentique. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est un agent qui est capable, c'est un système informatique, naturellement, qui prend des décisions autonomes pour atteindre un objectif, qui enchaîne des actions sur plusieurs étapes, sans intervention humaine à chaque pas, qui utilise des outils, qui s'adaptent en fonction des résultats intermédiaires. Je vous ai mis 2-3 exemples plus bas. Un API, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler d'API. C'est une interface qui permet à 2 logiciels de communiquer entre eux. C'est-à-dire, évidemment, dans un API, il y a presque toujours beaucoup de fonctions préalables d'identification pour les questions de sécurité. Et ensuite, vous interrogez la grosse base de données et elle vous donne une réponse. Mais il n'y a pas vraiment, je dirais, d'intelligence le plus souvent dans la base de données. Voilà. Alors, je vous ai donné des exemples d'agentique. Par exemple, une appli perso peut parfaitement appeler l'API de Météo France. Si je lui dis, j'aimerais aller demain ou je ne sais pas, faire un tour dans les Pyrénées, dis-moi ce que tu en penses. Alors, il va regarder, par exemple, il va appeler l'API de la SNCF pour savoir si on peut y aller en train ou si on peut y aller en voiture. Il va regarder déjà si je suis disponible dans mon propre agenda. Et puis, il va regarder le temps qu'il va faire pour dire, écoute, tu peux y aller, mais il va pleuvoir des seaux, c'est peut-être pas le jour.
Voilà. Donc, il peut proposer ou même décider d'action, ça dépend de la latitude que je donne à la pays. Un deuxième exemple, c'est des applis d'entreprise. Pour ceux qui sont dans des grosses entreprises ou qui l'ont été, vous savez que la communication entre des tas de systèmes, c'est parfois très compliqué. Et donc, un agent peut interroger deux bases de données énormes, ou trois ou quatre, ou ce qu'on veut, et puis en tirer une synthèse parfaite par rapport à une question donnée. Et ça évite de passer 5 coups de fil aux spécialistes qui savent triturer les bases pour avoir une réponse adéquate. Alors, les tendances actuelles. Ben, je vous ai parlé de l'agentique, bien sûr, ça c'est très important. Ça se développe de plus en plus. C'est la multimodalité. Donc, on peut tout faire avec les IA. C'est du passage à l'échelle. Donc, la phase prototype est calculée. Maintenant, il y a beaucoup de pression concurrentielle. Et puis, bien sûr, les entreprises, passées une phase d'euphorie, calculent leur retour sur investissement, leur fameux ROI, pour savoir si c'est intéressant ou pas dans leur contexte d'implanter tel ou tel modèle. C'est là encore que l'ingénieur IA peut intervenir parce que souvent, il y a des modèles, enfin tout le monde veut utiliser des LLM à travers, c'est assez bouffeur de calcul. Il y a quelquefois des modèles très simples qui peuvent répondre à la question et même tout simplement des modèles statistiques. Il y a une tendance aussi qui s'appelle le no-code. C'est-à-dire que vous avez vu plein de Python s'agiter tout à l'heure, vous décrivez fonctionnellement votre besoin et puis ça vous fait un bout de programme ou même un agent complet. Par exemple, N8N est assez en pointe là-dessus pour faire des agents sans avoir à écrire une ligne de code. Le MCP, vous en entendrez peut-être parler, c'est des connexions standards entre agents. C'est-à-dire que c'est un langage qui va peut-être s'imposer pour communiquer directement entre tous les agents et sans que parce que les agents, je vous l'ai dit, il y a ils parlent beaucoup à des API et à chaque fois les méthodes d'identification sont différentes. Donc ça a tendance à standardiser ces choses-là et donc à faire beaucoup mieux communiquer les systèmes entre eux. Voilà. Les IA verticales, je vous en ai parlé, c'est principalement l'application des RAG. Les IA embarquées, c'est des systèmes qui ont déjà appris, et, par exemple, la voiture autonome, elle sait reconnaître des panneaux. Elle ne reconnaît pas en temps réel, elle ne fait pas son apprentissage, mais elle a vu des milliers, voire des millions de panneaux, et elle sait parfaitement les reconnaître pour vous les afficher dans votre voiture. Et puis, naturellement, il faut parler de la cybersécurité et des menaces, parce que si les systèmes experts sont capables de faire un programme formidable, ils sont, enfin, pas les systèmes experts, excusez-moi, les systèmes d'intelligence artificielle, ils sont tout aussi bien capables de mener des attaques contre des systèmes établis. Et on constate qu'il y a de plus en plus d'attaques soit de hackers plus ou moins individuels, soit encore beaucoup plus, parce que c'est un peu compliqué, des actions d'État organisées. Voilà, et je voulais terminer ce webinaire par les pensées de Yann LeCun, déjà cité. Donc, Yann LeCun, après avoir fait une brillante carrière aux États-Unis, est revenu en Europe et même en France. Pourquoi? Parce qu'il peut dire ce qu'il veut en Europe, il est indépendant du pouvoir politique, suivez mon regard aux États-Unis, et donc il se pose les questions suivantes. Est-ce que c'est vraiment bien de poursuivre indéfiniment la puissance de calcul, de traiter toujours plus de milliards de données, ou est-ce qu'il faut essayer de prendre un peu de recul avec ça et d'essayer d'avoir du bon sens? Voilà. Donc, je vous ai dit ce qu'il dit, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est pas le manque de données, on compte sous les données, mais c'est notre incapacité à les comprendre dans leur globalité. Et il prend un exemple d'un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans, il sait très bien que s'il jette un objet vers le ciel, eh bien, tout porte à croire
sauf s'il est vraiment très, 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 très fort, qui va retomber vers le sol. Je ne crois pas qu'il soit capable encore de satelliser un caillou. Donc, on se repose la question, est-ce que c'est l'imitation du langage de l'homme? Certainement pas. Le langage n'est pas le seul domaine où l'intelligence s'exprime. Il prend l'analogie avec le cerveau humain. Il y a deux petites zones dans le cerveau humain, l'aire de Wernicke, où on comprend les mots, et l'aire de Broca qui produit la parole. Mais c'est exactement ce que fait le LLM. Il code et il décode les langages. Enfin, il décode le langage, il le code, il le recode. Enfin bref, il est capable de comprendre du langage et de le restituer. Voilà. Est-ce que pour autant il est intelligent? Bah, il a un certain degré d'intelligence. Mais comme je vous le disais, un enfant de 4 ans, c'est des choses qu'un LLM ne sait pas. La capacité à imaginer, à planifier, à anticiper les conséquences, ça se passe dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et ce que veut faire Yann LeCun, c'est justement essayer de modéliser ce bon sens. Il prend un autre exemple. L'intelligence artificielle peut parfaitement conduire une voiture en regardant, en analysant des milliards d'images. S'il est sur une route où les feuilles s'agitent par grand vent, est-ce qu'il a besoin de connaître toute la position des feuilles à chaque microseconde pour déterminer la route à suivre? Certainement pas. Donc, ça veut dire qu'on peut multiplier les puissances de calcul, mais le bon sens dit, bah, tu suis simplement la route, et puis ça va s'en tirer très bien. Donc, il faut se garder de l'écueil de la multiplication, de l'analyse des données, réfléchir un peu plus à ce qu'est vraiment l'intelligence pour maintenant progresser dans tous ces domaines. Voilà, j'en ai terminé, je ne sais pas quelle heure il est. Ah, j'ai même largement déplacé et je vous prie de m'en excuser. Est-ce que donc il y a des questions? Vous avez même droit à des questions orales pendant 10 minutes. Oui. Pensez-vous qu'une prise de pouvoir par les IA est possible, voire toutes les fictions sur le sujet? Comment s'en prémunir? Alors, vous avez entendu la question ou pas? Parce que Héroïne n'a pas parlé bien fort. Alors, je répète la question. Est-ce que vous pensez que l'IA peut prendre le pouvoir dans un certain nombre de données? Ah oui, j'avais un dernier flip quand même, je vous le montre. Excusez-moi. Hein. Je vous ai montré les capitalisations boursières en 2025 et en 2005. En 2005, vous aviez beaucoup d'énergie et de finances. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà, compliqué. Microsoft est le seul qui soit présent dans les deux tableaux. Vous aviez un certain Intel, on entendait sans arrêt Intel, qui faisait des processeurs super bien, toujours plus puissants. Et ben, Intel, il a été complètement déclassé. Il est, je crois, à la 23e place et est remplacé par Nvidia. À cause du calcul parallèle. Il n'a pas anticipé cette révolution du calcul parallèle. Et là-dessus, si vous voyez, eh ben, il n'y a pratiquement que des technologies liées à l'intelligence artificielle, à part Amazon, mais encore Amazon, c'est à la frontière des deux, et puis le conglomérat qui vend du pétrole en Arabie Saoudite. Mais autrement, et puis Tesla, alors Tesla est aussi à la frontière de deux, puisque vous savez que la dernière idée d'Elon, ou l'avant-dernière certainement, parce qu'il en a eu certainement 3 cette nuit, c'est de reconvertir ces usines Tesla en usines pour fabriquer des robots, pour sortir en gros 1 million de robots par an d'ici 2-3 ans. Robots naturellement équipés d'intelligence artificielle. Donc, pour répondre à la question de Georges, c'est un écueil qu'il ne faut pas sous-estimer. Les systèmes intelligents, en plus, peuvent être biaisés, c'est-à-dire peuvent déjà influencer, et ça s'est fait déjà, peuvent, je veux dire, prendre la couleur d'une certaine idéologie.
Ça, c'est évident. Il suffit de les entraîner sur les bonnes données. Ensuite, est-ce que c'est capable de prendre le pouvoir? Il faut jamais l'exclure. Et l'Europe là-dessus est plutôt en pointe, en ce sens qu'elle essaye de réglementer un peu l'IA. Alors, c'est très compliqué de réglementer, vous le savez tous, trop de réglementation, ça empêche l'innovation, mais pas assez de réglementation, ça conduit à un monde sauvage, et le monde sauvage, c'est quand même un peu le contraire de la civilisation. Donc, pour répondre à Georges, eh bien, oui, cet écueil n'est pas totalement exclu. Autre question, ou commentaire, ou appréciation. Bon, ben, Quels pourraient être les impacts de l'informatique quantique sur l'IA? l'informatique quantique est un domaine qui, pour l'instant, comme vous savez, est à l'état de recherche. Ça repose sur le phénomène physique ce qu'on appelle des particules intriquées, c'est-à-dire les particules qui ont un comportement à distance qui est exactement le même, mais c'est très difficile à maîtriser. Est-ce que ça verra le jour? Je ne sais pas. Si ça voit le jour, ça va multiplier les puissances de calcul par un facteur extrêmement important. Je parle de 10 avec plusieurs zéros. Donc, évidemment, ça va avoir un impact sur l'IA, en sens qu'elle sera beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus performante. Autre question, remarque. Déjà, moi, j'ai une question. Est-ce que ce webinaire vous a paru adapté, intéressant, un peu trop technique, un peu planant? Est-ce que ça vous a instruit sur certains termes? N'hésitez pas à mettre tout ça dans le chat. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. Les commentaires sont positifs, très riches. Ah bon? Top. Excellente présentation et résumé. Il faut maintenant appliquer et exploiter tout cela. Oui. Ah ben ça, oui. Mais le prochain webinaire que j'ai en tête, il y en a deux en fait. Il y en a un sur l'agentique et l'autre sur un exemple très pratique de maintenance assistée, maintenance préventive dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire de maintenance assistée par intelligence artificielle. Ça consiste à prévoir la défaillance des machines avant qu'elles se produisent. Je pense qu'il n'y aura pas plus de questions à ce stade. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. On vous préviendra des prochaines dates pour les thématiques suivantes avec François Neveu. Et puis, je ferai en sorte de vous faire un bon résumé et aussi le replay, j'espère, de ce volet-là. Voilà. Encore merci, un grand merci François pour tes éclairages. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.